Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Média TV. Aujourd'hui, une spéciale China Africa Investment Forum qui se tient les 27 et 28 novembre ici à Marrakech. Une rencontre stratégique entre les décideurs et patrons africains avec leurs homologues chinois. Pour nous en parler, pour parler des tenants et aboutissants du partenariat sino-marocain en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Moulay Hafid El-Alami, notre ministre, le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Moulay Hafid El-Alami, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt pour le Maroc d'organiser un tel événement ici à Marrakech? Alors écoutez, comme chacun sait, les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sont très claires. Nous avons développé une relation très forte avec l'Afrique qui a donné ses fruits. Aujourd'hui, le Maroc est le premier investisseur sur une partie du continent africain, l'Afrique de l'Ouest, et aussi le deuxième investisseur africain en Afrique, et avec des résultats assez remarquables. Ceci d'une part. D'autre part, le Maroc a développé aussi une relation forte avec la Chine. Lorsque vous regardez les résultats de la dernière visite de Sa Majesté en Chine, nous avons signé plus de 10 accords stratégiques importants qui ont ouvert de nouvelles portes et nous avons assisté à l'arrivée forte d'investisseurs chinois. Et le fait que le visa ait été aussi éliminé par Sa Majesté pour les ressortissants chinois, lorsqu'ils veulent visiter le Maroc en tant que touristes, nous avons vu aussi l'évolution de l'arrivée des touristes chinois au Maroc. Alors que représente justement le marché marocain pour la Chine aujourd'hui, Monsieur le ministre? Alors, lorsque vous regardez la taille de la Chine, en effet, le Maroc est tout petit. Nous sommes 34 millions d'habitants face à une population de plus de 1,3 milliard d'habitants. C'est en effet petit. Vous avez des villes qui font plus de 20 millions d'habitants en Chine. Néanmoins, le royaume a une position géostratégique extrêmement forte et importante, est un véritable hub, un des hubs sur le continent africain, probablement un des plus stratégiques et des plus importants, qui a fait ses preuves. Nous avons une relation avec la Chine qui elle-même a démontré la capacité du Maroc d'offrir à différents pays, aux États-Unis, en Europe, au Japon et à la Chine elle-même, une compétitivité. Alors le modèle économique chinois ayant été modifié il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, le salaire minimum en Chine il y a 5 ans, quand on le disait en 2014, ça semblait un peu loufoque, mais ça s'est précisé avec le temps, était de $100 il y a 5 ans, le salaire minimum. Aujourd'hui, au niveau de la côte Est, il est à $700. Et il est en train d'évoluer vers $1 500. Donc la Chine perd de sa compétitivité, mais c'est piloté par la Chine. Elle a souhaité faire en sorte que la Chine soit encore et toujours, probablement, l'usine du monde. Elle a gagné ses lettres de noblesse en tant qu'usine du monde. Souvenez-vous, la qualité chinoise était catastrophique, pour appeler les choses par leur nom. Mais ça reste un Made in China qui reste très courant et assez répandu dans le monde. Le Made in China d'il y a 10 ans n'est plus le Made in China d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui la Chine délocalise dans l'Afrique son Absolument, industrie? mais déjà avant de délocaliser, c'est que la Chine, le produit chinois, est devenu très qualitatif. Le tournevis chinois qui ne fonctionne plus n'existe plus. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des tournevis chinois qui sont de la même qualité que le tournevis allemand ou japonais. Donc cette qualité a beaucoup évolué. Les salaires ont beaucoup évolué et donc la Chine elle-même, qui était la première usine du monde, est en train de devenir une très grande puissance financière et un très grand consommateur avec une perspective de devenir le premier consommateur mondial. À ce titre, s'industrialisant et se développant de cette façon-là, elle est contrainte d'aller chercher de la délocalisation pour recouvrer une compétitivité qui est en train de s'éroder chez elle. C'est ce qui s'est passé pour tous les pays développés. C'est ce qui est en train de se produire pour la Chine. Sauf que, dans le cas d'espèce, lorsque pour la Chine, il y a une délocalisation qui s'opère, on parle de 85 millions d'emplois qui sont en train de quitter la Chine. Et ça se démontre de jour en jour. Lorsque ça se fait en France, eh bien, il y aura 3 millions. Là, on est dans une autre échelle. Donc l'impact sur l'ensemble du monde, il y a une espèce de tectonique des plaques qui est en train de se déplacer. Et cette délocalisation, elle est en cours, elle s'exécute de jour en jour. Donc le mythe que le chinois est exporté avec son industrie, finalement, n'existe pas. Parce qu'on sait quand un gros groupe industriel chinois s'installe dans un pays lambda, il y a cette idée, en tout cas préconçue, en tout cas, sur le fait que la main-d'œuvre est 100% chinoise.
Alors ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas né comme ça chez les gens, c'était une réalité. Lorsque le salaire chinois était à 100 $, lorsqu'il s'exportait, il était à 150 ou 200 $, il restait encore très compétitif. Il faut intégrer le fait que le chinois est parfois plus productif que d'autres contrées. C'est ce que nous avons constaté. Mais lorsque le chinois est à 700 $ et qu'il se déplace, il est à plus de 1000 $, eh bien il n'est absolument plus compétitif. Et aujourd'hui, les Chinois, les capitaux chinois et les industriels chinois s'implantent dans le monde pour aller chercher une compétitivité aussi de main-d'œuvre, parce que la leur est devenue trop chère. Quand on parle de main-d'œuvre, Monsieur le Ministre, juste pour préciser à nos téléspectateurs, quel genre de main-d'œuvre recherchent aujourd'hui ces groupes industriels? Alors, ces groupes industriels recherchent toute la panoplie de main-d'œuvre, du manœuvre jusqu'à l'ingénieur le plus sophistiqué. Alors, j'ai entendu aussi dire c'est quand même dommage que le Maroc récupère de la main-d'œuvre pour faire des petits travaux. Je m'inscris totalement en faux. Je ne partage pas cet avis-là parce que c'est une frange de la population extrêmement minime qui veut protéger ses intérêts personnels. Alors, mais que fait-on de notre main-d'œuvre marocaine? Que fait-on de l'ouvrier marocain? Est-ce qu'on va chercher de l'emploi pour l'ouvrier marocain? Il faut qu'il soit qualitatif, socialement responsable. Tout cela, on est totalement d'accord et en ligne. Mais il ne faut pas considérer qu'on ne va chercher que les ingénieurs pour le Maroc. Il faut aller chercher des couches d'ingénieurs, certes, mais il faut offrir de l'emploi à tous les étages dont nous avons besoin. Et la Chine aujourd'hui délocalise dans tous les niveaux. Quand on parle de 85 millions d'emplois, vous avez et des ingénieurs, et des manœuvres, et de tout. Donc il est important de choisir ses partenaires, d'être en mesure de les recevoir, donc d'avoir un terreau fertile, et d'être vigilant pour défendre ses intérêts, comme avec tout pays. Lorsque vous négociez avec un Américain, un Chinois, un Japonais, un Européen, c'est exactement la même chose. C'est une relation qui est de trouver l'équilibre pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, que tout le monde y retrouve ses intérêts. Le 17 novembre dernier, Monsieur le Ministre, le Maroc a signé un mémorandum d'entente avec la Chine pour être inclus dans ce projet, ce projet pharaonique, celui de la nouvelle route de la soie, ou ce que l'on appelle aujourd'hui, enfin en tout cas depuis 2013, une ceinture, une route, One Belt, One Road. Que représente cette inclusion du Maroc concrètement, Monsieur le Ministre? Elle est extrêmement importante et je vous explique en 2 mots pourquoi. Lorsque nous avons avancé avec un certain nombre d'opérateurs chinois, quand ils doivent exporter des capitaux de Chine, eh bien la Chine préfère que ça se fasse avec des partenaires de la route de la soie. Donc le fait de ne pas faire partie de la route de la soie était contraignant pour le Maroc et pour ses partenaires potentiels. Donc nous avons milité pour faire partie de cette stratégie, et qui est tout à fait logique. Donc on devait la signer il y a quelques semaines et ça a été concrétisé il y a 9 jours. Donc nous sommes ravis enfin de faire partie de la famille de la route de la soie, qui est importante pour la Chine et pour les Chinois. Donc elle ouvre de nouvelles perspectives d'investissement vers le Maroc. Ils n'ont plus de blocage de sortie des devises de chez eux pour investir dans un pays dès lors qu'il est membre de la route de la soie. Quand on parle d'investissement justement chinois au Maroc, quels sont les secteurs qui sont inclus justement? Alors, de façon intéressante, on découvre, il y a quelques mois, j'ai reçu une dame qui voulait investir à Mohamedia pour une usine fabriquer des couvertures à l'export. Donc en discutant avec elle, c'est une Chinoise, j'essaie de comprendre, et puis elle me dit, moi je veux juste avoir un terrain pas trop loin de mon usine. Comment, vous avez une usine? Oui, j'ai une usine déjà, je fais travailler 500 personnes à Mohamedia, donc elle n'a rien demandé à personne, elle a acheté son terrain, elle a monté son usine, elle fait travailler 500 personnes, elle voulait juste une usine pas trop loin pour pouvoir développer et faire de l'export. C'est le type d'investisseur que vous allez trouver, il n'y avait pas un Chinois dans son usine. Elle est toute seule, comme actionnaire, et avec sa famille, et elle a monté cette usine-là en employant des Marocains et en développant son business. Vous allez voir de plus en plus d'opérateurs se présenter. Elle ne peut plus avoir une compétitivité en restant en Chine, donc elle va chercher d'autres contrées où elle peut recouvrer sa compétitivité. Nous avons des entreprises leaders mondiales dans un certain nombre de secteurs sur lesquels on aura de l'information dans les prochaines semaines, Inch'Allah, où nous avons signé des mémorandums d'entente
pour des investissements. Est-ce que c'est suffisant, les mémorandums d'entente, pour concrétiser justement ces projets? Je vous explique, c'est que on n'est pas dans le mémorandum d'entente sur des principes. On est avec une entreprise, et entre entreprises ou entre État et entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, vous signez d'abord privé. une LOI, une lettre d'intention, d'abord avant un NDA, donc une confidentialité, une lettre d'intention, un mémorandum et un contrat. Quand vous êtes au mémorandum, c'est que le contrat est à 95% fait. C'est exactement cette pratique que nous mettons en place pour les opérateurs. Donc ça, c'est un opérateur leader mondial dans un secteur, numéro 1, avec lequel nous avons signé l'implantation d'une énorme usine au Maroc. Quel est cet Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, vous le découvrirez. Dans quel secteur au moins, pour être plus précis, monsieur le ministre? Ni l'un ni l'autre, vous le saurez dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, mais ce n'est pas le seul. Nous avons de grands investisseurs. Il y a du transfert de technologie dans ces projets qui sont dans le pipe? Alors, je disais tout à l'heure à quelqu'un un Européen qui me parlait de transfert de technologie. Il faut quand même arrêter de rêver. Qu'est-ce qu'on appelle un transfert de technologie d'un opérateur? Un opérateur vous fait ce qu'il appelle transfert de technologie, c'est qu'il utilise vos ingénieurs pour développer son business. C'est quand c'est moins cher, quand il utilise vos ingénieurs que les siens. C'est ça le transfert de technologie. Donc un opérateur qui s'installe dans un pays a un engagement de transfert de technologie sous quelle forme? Il vous donne son savoir-faire, il ne vous le donnera jamais. Jamais. Voilà. Ça n'existe pas, ni à vous, ni à son concurrent. Parce que certaines fois, il y a des promesses de transfert de technologie, on l'entend, monsieur ça le fait ministre. joli sur les accords. Voilà. Ça fait joli sur les accords. Alors, on parle d'entreprise. Maintenant, entre États, un transfert, je veux bien. Mais entre entreprises, pas d'intérêt, pas d'action. Il ne faut pas perdre de vue la relation avec un entrepreneur, et je comprends parfaitement. Il se réveille le matin, la peur au ventre parce que son business doit fonctionner pour qu'il paye ses crédits. Je le comprends aussi. L'État doit défendre ses intérêts, mais ne partons pas sur des concepts virtuels de transfert de technologie. Le transfert de technologie se fait de façon naturelle lorsque les employés qui travaillent dans une entreprise sont moins chers que s'ils ramenaient ses ressortissants. Eh bien, il va utiliser les vôtres, et les vôtres apprennent de facto. Mais il ne le fait pas de bonté de cœur, il le fait par un intérêt économique. Et c'est comme ça que ça se passe. Dernière question sur la cité Tangetech, monsieur le ministre. Un projet donc ambitieux, $1 milliard d'investissement. Un projet qui a suscité toutefois quelques réserves de la part de certains observateurs, de la presse marocaine également, notamment sur la réelle faisabilité de ce projet. Que répondrez-vous à ces réserves? Écoutez, tout projet d'envergure a des réserves. Le LGV a eu des réserves, Tangetech aura des réserves, des grands ports, Tangemed a eu beaucoup de réserves. Et regardez, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des plus beaux projets du Maroc. Donc, c'est un grand projet de grande envergure qui apportera beaucoup au Maroc. Évidemment, ça va prendre du temps pour se réaliser. On a parlé de 10 à 12 ans de sa réalisation. Les prémices sont, on ne pourrait pas vous dire des choses positives. Les prémices sont exceptionnelles. Et nous avons, dans le cadre de Tangetech aujourd'hui, énormément d'opérateurs chinois et non chinois qui veulent s'y installer, y compris marocains d'ailleurs. Donc cette ville industrielle sera très rapidement remplie, bien avant ce qui est planifié. Son démarrage se fera lentement, parce que prendre 2000 hectares et les transformer en ville, ce n'est pas un petit lotissement de coin de rue. Vous êtes en train de faire une transformation stratégique d'une partie de la ville. Ça va prendre du temps pour le démarrage, mais pour sa réalisation, je pense qu'on va être submergé. On est déjà aujourd'hui, on a énormément de demandes et nous serons submergés par les demandes internationales. La position est fabuleuse, le Maroc est dans une situation exceptionnelle, la sécurité et la stabilité de notre pays est le vecteur numéro 1 que les opérateurs viennent chercher avant quoi que ce soit. Ni la proximité, ni la baisse des coûts, c'est la stabilité de notre pays qui fait que nous sommes extrêmement recherchés. Eh bien, nous devons en profiter, nous retrousser les manches et travailler. Alors c'est vrai que quand on travaille, il y a d'autres qui peuvent critiquer, mais chacun son rôle. Les médias sont là pour critiquer, parfois ça révèle des erreurs, et les autres sont là pour travailler. Je dois faire partie d'une des catégories.
J'ai choisi aujourd'hui de me retrousser les manches. Bon, je me mettrai peut-être un jour à vos côtés pour critiquer. On verra. Non, en tout cas, les résultats sont bel et bien voyants. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que Médien TV consacre une couverture spéciale à cet événement qui se tient à Marrakech les 27 et 28 novembre, ce forum China Africa Investment. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.